Les indices boursiers sont au plus haut, la situation économique est de moins en moins floue pour la Banque centrale américaine, l'inflation revient presque à la normale quand on la projette sur 12 mois, les prix à la production baissent en mai et on commence à voir de la déflation. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous propose pour la vidéo de ce dimanche de regarder ensemble l'actualité économique et en bourse sur juin 2024. Dans cette vidéo, on va notamment parler des indices boursiers et de leur valorisation. On regardera ensuite pas mal d'indicateurs économiques. On parlera aussi d'inflation et des décisions à venir sur les taux d'intérêt par les banques centrales. Alors le S&P 500, qui est l'indice de référence boursier aux États-Unis, est actuellement sur un plus haut historique. Et je vous parle souvent de cet indice ainsi que du Nasdaq qui est lui aussi d'ailleurs à un plus haut historique, tout simplement parce que investir sur des ETF chaque mois en DCA, donc le même montant sans me poser de questions, ça fait partie de ma stratégie d'investissement globale, en plus des actions individuelles, de la crypto, de l'immobilier, des objets précieux, etc. Et comme vous le savez, j'aime défendre l'idée sur la chaîne d'investir sur le long terme en bourse, puisque évidemment sur le court terme, on peut avoir des fluctuations et de la volatilité. Par contre, si on investit assez longtemps de façon régulière, eh bien on peut avoir des retours sur investissement extrêmement intéressants d'un point de vue historique. Donc globalement, les indices américains se portent bien. On a eu un petit peu plus de difficultés sur le CAC 40 à cause des événements qui ont eu lieu en Europe, notamment sur les élections européennes qui ont fait peur au marché, surtout sur tout ce qui est obligataire avec notamment les taux d'emprunt des États européens pour certains qui sont en train de monter et donc ça coûtera plus cher de se financer, surtout qu'il est nécessaire de se financer pour bon nombre de ces États qui sont en déficit budgétaire et donc ça a amené de la volatilité sur le CAC 40. Cependant, on notera que le CAC 40 s'était quand même très bien comporté comme ses indices homologues américains et il a souffert que depuis seulement quelques jours. Si on va voir les 500 entreprises donc du S&P 500 représentées sous la forme d'une heatmap, donc sous cette représentation, on voit que les plus grosses capitalisations prennent plus de place sur l'écran au global. Et si vous prenez la performance sur un an, vous constaterez déjà qu'on a beaucoup de vert, ce qui encore une fois m'invite à dire que sur le long terme, les indices ont tendance à bien se comporter. Évidemment ici, c'est que sur un an, et si vous le mettiez sur 5 ans ou 10 ans, ce serait encore plus flagrant. Et l'autre point que je voulais vous montrer aussi, c'est que sur les très grosses capitalisations boursières, et donc les entreprises qui pèsent le plus au S&P 500, on a beaucoup de vert. Et si on va sur les plus petites capitalisations, on a un petit peu plus de rouge. Et ça nous confirme que cet indice a été poussé par ces grosses capitalisations qui l'ont tiré vers le haut, avec notamment toute la tech comme Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon, etc. qui sont des titres qui se comportent tous très bien en bourse en ce moment. Ce qui m'amène à mon prochain point qui est la valorisation du S&P 500 en ce moment. Donc ici, vous l'avez en rouge sur le graphique. On voit qu'actuellement, on est sur un PER futur, donc un PER dans un an d'après les projections des analystes. Donc le PER, pour rappel, c'est le prix divisé par les bénéfices de toutes les entreprises. Et ici, le prix, donc c'est toutes les capitalisations de toutes ces entreprises au S&P 500. C'était un petit rappel, même si je pense que vous êtes nombreux à connaître la définition. Et on voit qu'actuellement, on est sur un PER futur autour de 20,8, ce qui est historiquement élevé. On n'est pas aussi élevé, par exemple, que en 2000 lors de la bulle internet ou même que en 2020 lors de la remontée de l'indice suite à la pandémie. Cependant, on est quand même élevé. Ce que je veux aussi vous montrer, c'est que si vous prenez les plus grosses capitalisations de cet indice, donc les 8 plus grosses capitalisations, on voit qu'on a un PER futur de 29,4 et vous le retrouvez ici, c'est la courbe en violet. Et ces entreprises sont composées de Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, Nvidia et Tesla. Et c'est ces entreprises qui ont tiré tout l'indice vers le haut, comme je vous le montrais auparavant, et on confirme qu'elles ont un PER plus élevé et ce sont les entreprises qui actuellement sont valorisées un petit peu plus cher que le marché. Donc l'indice S&P 500 en ce moment n'est clairement pas au moins cher. Cependant, je ne vais pas arrêter de l'acheter ou arrêter d'investir en bourse et tout vendre pour attendre une baisse parce qu'on ne sait pas jusqu'où il peut aller, ça peut encore durer des années et c'est pour ça que je préfère ne pas trop me prendre la tête, dormir sur mes deux oreilles et investir chaque mois. On en reparlera ensuite dans 5 ans. Mais je tenais quand même à préciser qu'effectivement, en ce moment, il est un petit peu cher. Mais comme je n'ai pas de boule de cristal, je ne vais pas m'amuser à faire du trading dessus. Passons maintenant à l'économie avec en premier point l'emploi aux États-Unis. Donc sur ce graphique, vous avez le taux de personnes qui n'ont pas d'emploi aux États-Unis sur le très long terme. Vous constatez qu'on a des pics après chaque récession. Les récessions, ce sont les zones un petit peu grisées. Et si vous regardez donc sur le très long terme, on a l'impression qu'actuellement, on est plutôt bas, ce qui est vrai. Par contre, si on zoome, on va voir une légère accélération.
Vous retrouvez ici la très forte hausse qu'on avait eue au niveau des personnes qui n'avaient pas d'emploi suite à la pandémie. Et si vous regardez ensuite sur le très court terme, vous constatez qu'on est en train de repartir légèrement à la hausse avec actuellement 4% de personnes sans emploi. Ce qui est quand même un taux très faible. Le fait qu'ils repartent à la hausse n'est pas forcément une bonne nouvelle. Cependant, je mettrai quand même ça en perspective avec le fait qu'on est quand même sur un taux d'emploi qui est encore extrêmement bas par rapport notamment à la crise qu'on avait eue en 2008. Donc cette légère réaccélération est un signe pour les banques centrales à prendre en compte pour l'analyse de l'économie, cependant rien d'inquiétant. On peut le lire en regardant en parallèle les demandes d'accès à l'équivalent du chômage aux États-Unis et on constate effectivement que sur les 2 derniers mois, on a une légère accélération, ce qui correspondrait au graphique précédent. Donc on est plutôt cohérent, mais rien d'inquiétant. C'est pour moi juste un signe avant-coureur que l'emploi serait en train de ralentir un tout petit peu aux USA. Un point par contre qui pour moi est plus inquiétant aux États-Unis, et on a vu aussi pas mal d'articles passer là-dessus en ce moment, qu'aux États-Unis il y a des personnes qui prenaient peut-être plus d'un emploi et que les fins de mois étaient un petit peu plus difficiles, notamment avec ce qui s'est passé sur l'inflation. Et là vous avez ce qu'on appelle le personal saving rate. Alors vous pouvez lire la définition qui est juste en dessous, mais en gros c'est l'argent qui reste aux personnes pour investir par exemple dans leur fonds de retraite. Donc en gros la capacité d'épargne une fois qu'on a tout dépensé pour vivre. Et si vous regardez en ce moment on est sous les 4% de reste à investir, alors que historiquement sur le long terme on se balade plutôt entre 5 et 10%, et on avait eu une explosion évidemment lorsqu'il y a eu une distribution de chèques pendant la pandémie. Et ça c'est un point qui pour moi est quand même assez important au-delà de regarder le chômage qui est bas. Ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui ont des emplois en ce moment. Par contre les fins de mois ne sont pas si simples que ça, en tout cas par rapport à l'habitude, et clairement c'est plus difficile en ce moment pour mettre de l'argent de côté à la fin du mois. Et ça je pense que c'est corrélé au coût de la vie qui a augmenté et à l'inflation qu'on a connue ces dernières années. En parlant d'inflation, on va passer sur le 5 years break-even inflation rate, qui est pour rappel l'anticipation de l'inflation dans 5 ans par les marchés obligataires. Et on constate que lorsque l'on avait très peur de l'inflation, notamment mi et fin 2022, eh bien les marchés pensaient que l'inflation serait dans 5 ans à presque 3,6%, ce qui est beaucoup trop élevé pour les banques centrales. Et on voit que les marchés anticipent maintenant que l'inflation sera dans 5 ans globalement pas loin des 2%. Donc le marché n'est plus du tout inquiet par ça et il pense que les banques centrales ont clairement réussi à calmer l'inflation, ce qui est le cas d'ailleurs, on le verra juste après dans les chiffres. Donc ici clairement c'est rassurant puisque les anticipations de marché confirment ce qu'on voit sur le terrain. Cependant les marchés obligataires sont toujours très prudents puisque actuellement on a un meilleur rendement si on prend du 2 ans américain par rapport au 10 ans américain, ce qui montre historiquement moins de confiance sur le long terme par rapport au court terme. Généralement l'inversion de cette courbe prédit des récessions. Ce qui est étonnant en ce moment c'est que pour l'instant si vous regardez on a une très belle inversion depuis plus d'un an et globalement on n'a pas encore eu de récession, mais ça reste qu'un indicateur et il peut très bien ne pas être fiable. Ça l'avenir nous le dira, notamment lorsque l'on repassera au-dessus de la courbe du zéro et donc que le 10 ans payera mieux d'un point de vue du rendement que le 2 ans et on verra ainsi si cet indicateur a encore une fois vu juste ou pas. Je rajouterai à ça qu'il ne faut pas non plus oublier qu'on est dans une année d'élection aux États-Unis, ce qui peut amener de l'instabilité d'un point de vue de la politique. Et on vient de voir en Europe, avec tous les taux d'emprunt obligataires qui sont en train de monter, en tout cas sur beaucoup de pays, que la politique peut avoir un énorme impact sur les marchés obligataires, puisqu'il s'agit ici de dette d'État, et dans ce cas-là de l'État américain. Donc je pense aussi que c'est à prendre en compte dans la balance. On va continuer sur l'inflation. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle le core inflation, donc c'est l'inflation aux États-Unis auquel on retranche l'énergie et l'alimentation, tout simplement puisque ce sont des prix qui sont fixés sur les marchés internationaux et les banques centrales avec les taux d'intérêt ont très peu d'impact sur les marchés internationaux. On voit que le dernier point d'entrée qu'on a fait, il est à 0,2% et donc si vous le mettez sur 12 mois glissants, vous êtes entre 2 et 3% d'inflation, ce qui est bon puisque c'est globalement ce que vise à faire la Banque centrale américaine. Et vous constatez ici depuis 2021 la belle tendance baissière sur cet indicateur. Si on prend l'inflation aux États-Unis, cette fois en 12 mois glissants, la même inflation auquel on retranche l'alimentation et l'énergie, si je vous mets le graphique sur 5 ans, vous voyez aussi cette très belle tendance baissière. On est globalement en 12 mois glissants à 3,4%, mais on anticipe que ça va baisser puisqu'on vient de le voir d'un mois sur l'autre. Et donc dans 12 mois, si on maintient des niveaux aussi bas, le graphique devrait continuer à baisser. Et l'objectif, c'est de le ramener entre 2 et 3%, comme on l'avait par exemple ici en 2019. Et les marchés obligataires, comme je vous l'ai montré juste avant sur le 5 years break-even inflation rate, les marchés obligataires donc anticipent clairement qu'on va y revenir.
Si je prends l'inflation globale en rajoutant l'alimentation et l'énergie, sur le dernier mois, on était à 0. Alors évidemment, il fluctue d'un mois à l'autre, mais si vous regardez globalement, depuis presque un an, on se balade entre 0 et 0,4, ce qui fait que sur 12 mois, et je vais vous la montrer juste ici, on voit qu'on est en train de revenir sur des niveaux raisonnables. On est actuellement un petit peu au-delà des 3% et les anticipations de marché ainsi que les prévisions de la Banque centrale américaine d'ailleurs prévoient qu'on va continuer à baisser pour revenir sur des niveaux qui pourraient être globalement comme entre 2017 et 2019, et dans ce cas-là, on serait sur des niveaux tout à fait acceptables pour la Banque centrale américaine. Donc c'est du positif, et c'est aussi ce dont on parlera en conclusion, que tous les signes sont en train de passer au vert pour que la Fed baisse les taux. On va finir sur l'inflation en France qui, elle, est déjà revenue sous les 3%. On voit ici en 12 mois glissants sur le mois de mai qu'on était à 2,3%, et d'ailleurs la Banque centrale européenne a commencé à baisser les taux, et c'est assez cohérent puisque l'inflation est revenue à la normale globalement en Europe. On voit l'énorme augmentation qu'on aura eue en 2022, mais ça y est, l'inflation est revenue sur des niveaux raisonnables. Et d'ailleurs, vous voyez ici la première baisse des taux qui a été actée par la Banque centrale européenne le 12 juin 2024 et la dernière hausse remontée au 20 septembre 2023. Donc ça y est, la baisse des taux a été enclenchée en Europe, ce qui est cohérent puisque l'inflation, notamment ici par exemple en France, mais c'est aussi le cas en Europe, est revenue à la normale. Dernier point que je vous montrerai avant la conclusion, c'est l'euro-dollar. Pour l'instant, il se balade encore sur ce gros range qu'on a entre 1,06 et 1,1 globalement. Le taux de change a baissé légèrement les derniers jours. Pour moi, je vois deux facteurs, même si évidemment c'est du très court terme et c'est très difficile d'analyser une tendance sur le court terme. On verra dans 6 mois, 1 an, 2 ans la tendance générale. Cependant, on a eu la baisse des taux, ce qui fait que les obligations européennes vont avoir tendance à moins payer puisqu'on baisse les taux directeurs. Cependant, on a eu en même temps en parallèle de la volatilité liée au fait que les taux obligataires remontent à cause des élections et donc de la peur des marchés, puisque certes on a les taux directeurs mais on a aussi les taux réels pour chaque pays fixés par les marchés obligataires. Et globalement, je pense que ça fait beaucoup de nouvelles en très peu de temps, ce qui fait qu'on a de la volatilité. Mais je rappelle que je parle souvent du cours euro-dollar, notamment par rapport à l'inflation, puisqu'on achète beaucoup d'alimentaires et d'énergie en dollars. Et donc, si l'euro baisse, eh bien, mécaniquement, ça fait que les prix sont plus élevés pour les personnes en Europe. Et le cours euro-dollar va aussi me permettre de vous parler un petit peu de protection d'un point de vue des devises. Parce que par exemple, si on vit en Europe, on aura une grosse partie de son patrimoine en euros, notamment avec la résidence principale, qui sera toujours libellée dans la monnaie du pays, puisque c'est de l'immobilier. Et je trouve pertinent de se diversifier dans d'autres monnaies, notamment via les ETF. On peut aller aux États-Unis, par exemple, avec le S&P 500 ou le Nasdaq. On peut aussi partir en Asie avec des ETF marchés émergents ou des ETF asiatiques. On peut aller aussi en Amérique du Sud, par exemple, via les ETF, et je trouve que c'est pertinent que de ne pas avoir tout son patrimoine dans une seule devise et ou dans une seule zone géographique. Ça, évidemment, c'est plus lié à votre profil personnel, votre âge, où est-ce que vous vivez, est-ce que vous avez prévu de déménager, de vous expatrier, etc. Donc voilà, c'est à prendre en compte et à adapter à votre profil, mais j'aime souvent rappeler l'idée que d'avoir des actifs dans d'autres monnaies peut être pertinent parce que, par exemple, si l'euro par rapport au dollar venait à baisser et que vous avez des actifs en dollars dans ce cas-là, vos actifs vont prendre beaucoup de valeur par rapport à la monnaie que vous utilisez au quotidien dans votre pays, si c'est l'Europe, et vous pouvez très bien vivre ailleurs et appliquer la même logique. Maintenant, je voulais faire une petite conclusion par rapport à la bourse, à l'économie et à la décision à venir par la Banque centrale américaine. Les indices boursiers sont au plus haut, la situation économique est de moins en moins floue pour la Banque centrale américaine, l'inflation revient presque à la normale quand on la projette sur 12 mois, les prix à la production baissent en mai et on commence même à voir de la déflation sur certains produits. L'immobilier souffre, le taux d'emploi baisse, le reste à vivre est toujours moins bon qu'à la normale, les prévisions d'inflation sont en ligne avec le mandat de la Fed et la croissance du PIB n'est pas très élevée. Pour moi, il va donc falloir à un moment que la Fed baisse les taux. Alors, ils ont annoncé une baisse la semaine dernière qui viendrait avant la fin de l'année et mon opinion, et ça c'est vraiment qu'un avis, c'est peut-être qu'ils attendent le passage des élections américaines pour essayer de prouver encore une fois qu'ils sont détachés de la politique. L'avenir nous le dira, il faut aussi qu'il n'y ait pas d'événements noirs inattendus. Donc au final,
personnellement, je ne vais pas m'amuser à parier. Je reste investi et suis patient puisque c'est une stratégie qui a prouvé, en tout cas pour moi-même et d'après mon expérience, d'être plutôt gagnante depuis le temps que j'investis. Cependant, c'est une excellente nouvelle s'ils viennent à baisser les taux, surtout avec tout ce qu'on voit sur l'économie. Et je sais aussi qu'on a été beaucoup à acheter les marchés durant la baisse l'année dernière et aujourd'hui on en profite et ça paye. Comme quoi au final, se former, avoir sa stratégie et s'y tenir, ça paye sur le long terme et je sais qu'on a été beaucoup à en profiter. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et passer dire bonjour sur Instagram ou en DM si vous avez des questions. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.